Merci de votre fidélité tout à fait légendaire sur les antennes de Wangu aux télévisions. Ce journal s'ouvre avec cette nouvelle. Depuis un temps, le mot délocalisation est devenu monnaie courante dans la province du Lualaba. Pour ce faire, l'initiation pour la bonne gouvernance et droits humains va réunir pendant 2 jours dans la salle du Scholastica à Saint-Jean 23 les responsables des communautés locales et développement. Objectif, parler de la délocalisation et comment élaborer un cahier des charges. Je vous prie de suivre ce reportage. Dans cette salle, on y trouve les leaders des communautés de base résidant au quartier Biachara, Moussonoy, Jekamine Kolusi et Kanina, faisant partie des communautés environnantes de l'entreprise Comus et traversant la même situation liée à la délocalisation. Voilà les mobiles qui a poussé l'IBDH à organiser cet atelier de renforcement des capacités afin d'avoir plus de lumière sur la signature des cahiers des charges, a déclaré Dona Kambola. Pourquoi cette activité? Parce que, comme vous le savez, après le moratoire du ministre provincial des Mines qui a demandé aux entreprises de signer leur cahier de charges, on a constaté un engouement assez intéressant des entreprises pour signer les cahiers de charges. Nous avons l'impression que la population qui doit signer les cahiers de charges n'est pas assez outillée en la matière et plus particulièrement les représentants des communautés locales ne sont pas eux-mêmes assez informés sur leurs attributions. Ainsi, IBGDH a organisé avec d'autres organisations de la synergie une formation de renforcement des capacités qui a débuté hier et qui est en train de se clôturer aujourd'hui. Cette formation a sa raison d'être car la plupart des leaders communautaires ignorent bien cette matière de délocalisation. Nous avons eu le renforcement de capacités pour les comités locaux de développement des bases qui sont impactés par l'entreprise Comus. Alors, on nous a donné un peu le bagage avant de faire le cahier des charges pour ne pas le faire à la hâte. Alors on est en train de nous donner un peu de stratégie, au moins qu'on doit être armé avant de signer le cahier de charges. Malgré cet atelier, d'autres leaders communautaires s'insurgent contre la société civile qui, selon eux, ne joue pas bien son rôle. Donc quand vous attaquez un dossier, vous attaquez un problème et vous êtes en train de poursuivre ce dossier, nous en tant que CLD c'est pour le développement communautaire. Il y a des entreprises qui nous environnent. Mais vous allez sentir à un certain moment, au lieu que la société civile nous accompagne, mais la société civile est en train de s'interférer au centre là-bas, tout en parlant en faveur de l'entreprise, mais au détriment de la communauté environnante. Il y a beaucoup de sociétés civiles qui naissent, nous ne connaissons même pas, mais nous nous demandons à la synergie s'ils peuvent organiser des formations de renforcement des capacités pour que les gens de la société civile là soient du côté de la population au lieu qu'ils soient aux côtés des entreprises. Rappelons que cet atelier vise à rappeler les rôles que doivent jouer les leaders communautaires qui sont censés exposer les vrais problèmes de la population aux autorités afin d'être appliqués. Et puis 29 présumés bandits ont été arrêtés dans le Grand Katanga par les services bien sûr de sécurité. Ces présumés malfrats ont été présentés le mercredi devant le membre du gouvernement provincial du Lualaba par le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Deoda Kapinda Kapinda. Depuis plusieurs mois, les banditismes à la côte dans les Grands Katanga. Du coup, les policiers peaufinés des stratégies ont réussi à mettre la main sur ces 29 présumés bandits, dont 5 femmes entre eux, munis des 12 armes de guerre, des 127 munitions, des armées blanches et autres. Ils sont accusés d'avoir tué, cambriolé des maisons dans plusieurs villes du Grand Katanga, violé des femmes et collaboré avec les malfrats. Ils ont été présentés devant les membres du gouvernement du Lualaba, classés en 7 groupes, selon leur forfait et liés des crimes. Le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Monguez-Mons, a salué la bravoure des éléments de l'ordre. Je tiens à remercier sincèrement les responsables de nos services, le commandement FRDC, PNC et nos troupes. Pendant que nous dormons, ils sont dehors en pleine nuit parce qu'ils tiennent à ce que nous puissions avoir la quiétude. J'aimerais, souvent c'est eux qui nous applaudissent, mais je voudrais qu'on les applaudisse aussi. Et nous continuerons à réfléchir pour rendre aisé leur travail, parce qu'ils nous aident à aider nos parents à retrouver leur quiétude. Mais cette fois-ci, chers amis de la justice à tous les niveaux,
justice civile ou militaire, j'aimerais qu'on mette du sérieux et de la fermeté dans le travail. Ce sont des bandits. J'allais dire, je regrette qu'on ait banni la peine de mort. Mais ils ont tué ces gens. Et il ne faut pas les laisser dans la rue. Mais aussi, quelques inquiétudes restent face à la gérance de ces hors-la-loi. Je voudrais vous féliciter sincèrement, mais exprimer aussi quelques inquiétudes. Parce que j'ai appris, on l'a dit une fois, mais j'ai retenu, il y a parmi eux des gens qui ont été arrêtés et relaxés. Au niveau du Conseil de sécurité, on doit comprendre comment cela arrive. On arrête un criminel, un voleur, un violeur. Ce sont nos parents qu'on viole, qu'on humilie, et la personne se retrouve dans la rue. On doit comprendre. Je crois qu'on aura une réunion de sécurité pour comprendre cela. Mais aussi, en toute humilité, informer l'opinion qu'il y en a encore beaucoup qui courent la rue. Il y en a encore beaucoup qui continuent à chercher à entrer dans la maison de nos parents. Et nous les voyons dans les rapports que nous recevons chaque matin. Et ces voyous qui sont là doivent nous aider à démanteler tous les réseaux. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas arrêter les enquêtes, on doit poursuivre ces enquêtes. Il s'y est de signaler que c'est grâce à la collaboration entre la population et les agents de l'ordre qu'ils ont réussi à mettre la main sur ces inciviques. Et après la relocalisation des arrêts des bus de l'avenue Fifi Masuka à l'avenue Mangui, les chauffeurs dénoncent l'embarquement illégal des passagers au rond-point Mwangeji par certains qui ne respectent pas la décision de l'autorité urbaine et appellent la mairie à avoir un œil vigilant. Reportage de Raphaël Oblandi. Les passagers embarquent déjà. Les receveurs ou tchadiens de son côté fait appel aux clients. L'engouement est fort. Le taxi du tronçon Ville-Mwangeji sont alignés sur l'avenue Mangui. Sur le 100% des chauffeurs de cette ligne, seule une infime portion des chauffeurs acceptent de prendre les gens sur cet arrêt. Les autres sont encore aux alentours du rond-point Mwangeji. Résultat, voilà les embouteillages qui continuent dans les encablures de ces ronds-points provoqués par l'embarquement illégal de passagers sur la voie publique, dit Kimbirikité, chose que déplore le chef parking Déo qui appelle le chauffeur à stationner sur l'avenue Mangui. Nous avons remarqué que les chauffeurs vont au rond-point Mwangeji et prennent les gens tranquillement sans être tracassés. Nous sommes ici pour épauler le gouverneur car on ne veut plus des embouteillages, que les chauffeurs viennent ici à Mwangi. Ces chauffeurs qui ont choisi de travailler sur Mwangi se voient buter à un plus grand problème, l'état désastreux de la route à quelques mètres de l'arrêt de bus. Il faut être bon conducteur pour passer dans ces sables ou avoir un véhicule avec un mécanisme de traction très efficace. Dans le cas contraire, stationnement obligatoire. Les motocyclistes, eux, sont obligés de mettre leurs pieds dans du sable ou être poussés. Cette situation reste inquiétante pour tout le monde, surtout à l'approche de la saison pluvieuse. Nous souffrons énormément. L'avenue est beaucoup fréquentée, surtout quand LDK est barricadée lors des manifestations. Tout le monde passe par ici. On l'a oublié. C'est une route principale. Elle sert à beaucoup de déviations et elle permet d'arriver rapidement à la cité. Nous demandons qu'on asphalte l'avenue Mwangi. On nous a demandé de libérer de l'autre côté pour éviter les embouteillages. Nous avons obéi, mais nous sommes face au mauvais état de la route. Qu'ils aient pitié de nous, car la pluie approche. Comment feront les enfants? Les chauffeurs œuvrant désormais sur l'avenue Mangui appellent le service des régulations routières à plus de rigueur pour ceux qui continuent à embarquer les gens tout autour du rond-point Mwangeji. La balle est donc jetée dans le camp de la PCR pour décongestionner complètement ces ronds-points. Et puis, direction la province du Haut-Katanga, cette fois-là en infrastructure, la route nationale numéro 1 dans son tronçon comprise entre Sakanya et Lonchi et se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les chauffeurs craignent l'arrivée de la pluie et qui viendra couper la communication entre ces deux entités.
Attendre les chefs-lieux du Haut-Katanga, Lubumbashi à partir des Lonchi, les chauffeurs ont deux chemins à leurs yeux. D'abord transiter par la Zambie où tout semble être rose et une seconde option c'est emprunter la route nationale numéro 1 à sa partie est comprise entre Lonchi et Sakanya, baptisée par les autochtones la route du diable, mais qu'à cela ne tienne, certains chauffeurs bravent la peur pour faire une descente aux enfers. Nous allons les constater tout à l'heure. Sans perdre même une seconde, les chauffeurs montent dans sa voiture Hilux et appuient sur l'accélérateur. Il est déjà 13h juste à sa montre. Au début, c'est une détente éternelle. Il s'amuse avec son volant dans une verdure à couper les souffles. Malheureusement, le temps de la grâce est fini et laisse place à celui du calvaire. Les chauffeurs se trouvent devant la première contrainte, la route n'accepte pas les dépassements à cause de son étroitesse. Les plus samaritains peuvent se coincer dans les herbes pour céder les passages à son collègue qui vient à l'autre sens opposé. Encore devant lui, une rivière, obligé de casser toute vitesse pour la traverser. Ce ne sont pas seulement les chauffeurs qui peinent sur ces trajets, les motocyclistes payent aussi les prix de la mauvaise route. Des cavités sont profondes. La route est tout sauf en bon état. Sur certains endroits, elle ne sert à rien. Les chauffeurs optent même pour la brousse, juste pour créer les contournements. L'épreuve est si difficile, même à quelques secondes du tunnel. Naviguer sur une distance de 90 km, les chauffeurs de l'Ulix a fait 4 heures de route pour voir les chefs-lieux du territoire des Sakanya. Alors que nous sommes pendant la saison sèche, pour ceux qui visiteront cette dernière dans 2 mois avec la dame la pluie, doivent nécessairement serrer leur ceinture. Et parlons santé à présent, faire respecter l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois, continuer l'allaitement de l'enfant jusqu'à 2 ans et donner l'alimentation adéquate est l'objectif poursuivi à la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui est célébrée chaque année au mois d'août. Au Lualaba, cette semaine n'est pas passée inaperçue. Une activité a été organisée sur toute l'étendue, sensibiliser les mamans comme nous confirme Donatien Kalala, coordonnateur provincial chargé de la nutrition. Pourquoi sensibiliser l'allaitement maternel aux mamans? C'est parce que notre pays d'abord, auparavant, a un taux très élevé de la malnutrition. Et les causes de cette malnutrition est liée à une mauvaise alimentation. Donc l'aliment principal pour les nouveau-nés et les enfants qui naissent, c'est d'abord l'allaitement. Raison pour laquelle notre pays a voulu aussi intensifier les activités pour sensibiliser au moins les mamans sur l'allaitement maternel. Surtout l'allaitement maternel exclusif qui commence dès la naissance jusqu'à 6 mois. Donc il y a plusieurs conséquences. Et si on peut citer quelques-unes, donc une maman qui avant 6 mois, il donne son enfant le lait artificiel qui est beaucoup plus parlé dans les médias, premier âge, deuxième âge. Donc ça peut également contribuer à cet enfant à développer déjà certaines maladies diarrhéiques. Il y a aussi certains enfants qui développent déjà tolérance à certains aliments parce qu'ils ne savent plus digérer ces laits. Le message qu'on peut donner, c'est respecter l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois. Donc c'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel exclusif. Et avant de clore complètement ce journal le 21 août de chaque année, le monde célèbre la journée de souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. Cette journée vise à honorer et soutenir les victimes et les survivants du terrorisme et promouvoir leurs droits fondamentaux et leur liberté. Commentaire de Sarah Katibi. Aujourd'hui, nous évoquons les souvenirs de toutes les victimes du terrorisme et nous leur rendons hommage. Nous sommes avec celles et ceux qui les pleurent et avec celles et ceux qui continuent de souffrir des blessures physiques et autres résultant des atrocités commises par les terroristes. Le terrorisme assure ses victimes des effets qui peuvent durer toute une vie et se répercuter sur plusieurs générations. Nous ne pouvons pas effacer les traumatismes, mais nous pouvons aider les victimes et les survivants en œuvrant pour la vérité, la justice, la réparation, en nous faisant leur porte-parole et en défendant le droit
droits humains. Nous observons cette 3e journée internationale du souvenir en l'hommage des victimes du terrorisme alors que le monde est dans la tourmente. La crise provoquée par la Covid-19 a changé notre façon de vivre, nos rapports avec les autres. Des services essentiels pour les victimes, tels que les procédures de justice pénale et les soutiens psychosociaux, ont été interrompus, retardés ou supprimés. Les gouvernements concentrant leur attention et leurs ressources sur la lutte contre la pandémie. De nombreuses cérémonies et commémorations ont été annulées ou tenues en ligne. Les victimes n'ont pas pu trouver consolation, réconfort les unes après les autres. En outre, en raison des restrictions actuelles, l'Organisation des Nations Unies a dû reporter à l'année prochaine le tout premier congrès mondial des victimes du terrorisme. Il est vital de se souvenir des victimes du terrorisme et de faire plus pour les aider à guérir et à se reconstruire. Nous devons notamment collaborer avec les parlementaires et les gouvernements en vue de la rédaction et de l'adoption des lois et des stratégies nationales d'aide aux victimes. Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne.